C'est vraiment une page immense de l'histoire de la mode qui se tourne. Giorgio Armani. Ce nom, synonyme d'élégance, de classe discrète, mais aussi d'un succès mondial. Il s'est éteint à 91 ans et il laisse derrière lui bien plus qu'une marque. C'est un empire, une influence culturelle énorme. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu ce que les sources qu'on a, la presse, les reportages, tout ça, nous disent sur lui, sur son parcours quand même assez incroyable. Comment il est passé de, on va dire, début plutôt modeste à ce statut de géant international. Qu'est-ce qu'il nous lègue au fond? C'est ce qu'on va essayer de décrypter. Oui, tout à fait. L'idée, c'est pas juste de raconter sa vie, mais de comprendre vraiment son impact. Et il va bien au-delà des défilés, hein. Ça touche au business, à la manière dont le pouvoir, la réussite se sont habillés, en quelque sorte, et bien sûr à la culture pop, avec son lien si fort avec le cinéma. On va essayer de saisir l'essence de sa révolution de style, et puis les questions que sa disparition pose pour l'avenir de sa maison, de sa vision si personnelle. Alors, commençons peut-être par l'annonce elle-même. La nouvelle du décès, elle a été confirmée par le groupe Armani. Ils ont sorti un communiqué officiel parlant d'une tristesse infinie. C'était sur les réseaux sociaux, repris partout. Apparemment, il s'est éteint tranquillement chez lui, à Milan, avec ses proches. Par contre, la cause exacte du décès, ça n'a pas été communiqué. Oui, il y a un élément de contexte important qui ressort de plusieurs sources, c'est qu'il avait eu des soucis de santé récemment. On ne sait pas exactement quoi, mais ça l'avait obligé, et ça c'était du jamais vu depuis 1975, depuis qu'il a lancé sa marque, à annuler sa présence au défilé. Milan pour l'homme, Paris pour la haute couture, en juillet dernier. Forcément, ces absences avaient alerté un peu tout le monde sur son état. Il semble qu'il était en convalescence chez lui, après une hospitalisation en fait. Ah oui, c'est vrai que ça avait marqué cette absence. Ça montrait à quel point il était là tout le temps depuis presque 50 ans. Et pour les hommages alors, les sources disent qu'une chapelle ardente sera installée à l'Armani Teatro à Milan. Samedi et dimanche, c'est ça? C'est ça, pour le public. Et les funérailles, elles seront privées pour la famille plus tard. Bon, revenons sur son parcours. C'est intéressant parce que c'est pas du tout la trajectoire classique d'un créateur de mode. Figurez-vous qu'il a commencé par la médecine. Des études de médecine. Ah oui, je savais pas ça. Oui, qu'il a abandonné ensuite pour faire son service militaire. Et c'est seulement après, fin des années 50, qu'il met un pied dans la mode, mais pas comme créateur tout de suite, comme acheteur et étalagiste pour l'Arinascente, le grand magasin milanais. Assez pragmatique comme début. Et ce qui est encore plus fou, c'est quand il décide de se lancer vraiment. Sa propre marque, c'est en 1975. Il avait 41 ans. Dans ce milieu obsédé par la jeunesse, 41 ans, c'est tard quand même. Ça montre une certaine maturation peut-être, mais surtout une sacrée confiance en lui, non? Pour oser ça à ce moment-là. Exactement. Et le succès qu'il a suivi, fulgurant. Les chiffres donnaient le tournis. Forbes, juste avant sa mort, estimait sa fortune perso à 12,1 milliards de dollars. Énorme. Incroyable. Et ça venait surtout de sa participation dans sa boîte. Il détenait 99,9%. D'autres sources parlent d'un empire valant plus de 10 milliards avec un chiffre d'affaires annuel au-delà des 2 milliards. Parti de pas grand-chose, c'est phénoménal. Oui, c'est colossal. Et ce succès, c'est pas que le génie créatif, hein. C'est aussi un sens des affaires incroyable. Il n'a pas juste fait des vêtements, il a construit un univers complet, très diversifié. Bon, il y a la haute couture, le prêt-à-porter, Giorgio Armani, qu'on connaît. Mais aussi Emporio Armani, plus jeune. Armani Exchange, encore plus accessible, Armani Jeans. Et puis il est allé bien au-delà du vêtement. Les accessoires, les parfums, les cosmétiques, et même la déco avec Armani Casa. Une vision globale de l'art de vivre Armani en fait. Et c'est pas tout. Il y a les hôtels de luxe, Dubaï, Milan, des restaurants, des cafés, des boîtes de nuit. Et même, ce qui est plus surprenant, une équipe de basket à Milan, l'Olympia Milano. Il en était propriétaire et sponsor. C'est une vision à 360 degrés, quoi. Exactement. Il vendait pas juste des produits, il vendait un monde, une esthétique cohérente. Cette diversification, ça montre bien l'ambition de l'entrepreneur derrière le créateur. Et pour gérer tout ça, il était connu pour son contrôle absolu. Surtout, c'est pas pour rien qu'on l'appelait Roi Giorgio, le roi Georges. Il était directeur créatif, PDG, actionnaire quasi unique. Un contrôle total. Ça lui permettait sans doute d'assurer cette cohérence parfaite partout. Il y a cette anecdote qui revient souvent, qui illustre bien ce côté méticuleux, presque obsessionnel. On raconte qu'il ajustait lui-même la coiffure d'une mannequin ou le tombé d'ampli juste avant qu'elle entre sur le podium. Ah oui, le souci du détail extrême. Et ça lui valait un respect immense de ses équipes.
Ils l'appelaient tous Il Signor Armani, très respectueusement. Alors, venons-en à ce qui a fait sa révolution stylistique. C'était quoi le cœur de la révolution Armani? Les sources sont unanimes, c'est lui, ou un des tout premiers en tout cas, qui a mis le prêt-à-porter de luxe italien sur la carte mondiale. Fin des années 70, début 80. Son style, on parle d'élégance intemporelle, de lignes épurées, d'un certain minimalisme, mais toujours avec classe, confiance. Son coup de génie, vraiment, et qui a eu un impact culturel énorme, c'est sa réinvention du costume. Le fameux power suit. Il a, déconstruit la veste classique. Il a viré les doublures rigides, il a assoupli les épaules, il a utilisé des tissus beaucoup plus fluides, plus légers, du lin, de la laine froide. Le résultat, c'était une silhouette qui était à la fois structurée, mais super décontractée. Élégante, mais confortable. Ça, c'était une vraie rupture avec les costumes très raides, très statutaires de l'époque, non? Ah oui, complètement. Et c'était pas juste une question de look ou de technique. Ça reflétait, et ça a même aidé à former, une nouvelle idée du pouvoir, du succès, surtout dans les années 80. Un pouvoir moins rigide, moins dans l'armure sociale, plus dans l'aisance, la confiance en soi. C'est ça le soft power d'Armani. Et ce qui est important, c'est qu'il l'a fait pour les hommes et pour les femmes. Il a donné aux femmes une alternative au tailleur strict, qui était à la fois forte et chic. Rendre le costume confortable et désirable pour tout le monde, c'était révolutionnaire. Il a même marqué la mode avec une couleur, le grège. Ah, le fameux grège. Ce mélange très subtil de gris et de beige, c'est devenu emblématique de la maison, symbole de ce luxe discret, de cette sophistication un peu intellectuelle. Tout à fait. Et son côté innovant, ça s'arrêtait pas au style. Il était aussi très en avance sur la technologie, la communication. Dès 2007, bien avant que ça devienne la norme, il a été le premier grand couturier à diffuser un défilé haute couture en direct sur Internet, via msn.com à l'époque. Ah oui, c'était pionnier ça. Carrément. Ça montre qu'il sentait les choses, qu'il comprenait que l'avenir passerait aussi par le numérique. Une autre facette de son côté visionnaire. Un autre domaine où son influence est juste énorme, c'est Hollywood. Sa relation avec le cinéma, avec les stars. Les sources le disent, il a été l'un des tout premiers à comprendre le potentiel du tapis rouge et à habiller stratégiquement les acteurs, les actrices pour les grandes cérémonies, les Oscars notamment. Il a vraiment créé ce pont entre la mode et le cinéma. Oui, et le film déclencheur, celui qui a tout changé, c'est clairement American Gigolo, en 1980. Les costumes qu'il a fait pour Richard Gere, ça a défini le personnage, mais ça a aussi fait de Gere un sex symbole et d'Armani une star mondiale de la mode. C'était une vitrine incroyable pour son style, ce côté déstructuré et sensuel. C'est fou, ce pouvoir du cinéma. Mais est-ce que ça s'est traduit direct en vente ou c'était plus une construction d'image à long terme? Bonne question. Je pense que c'était les deux en fait. Sûrement un effet immédiat sur la notoriété. Le style Armani est devenu désirable pour beaucoup plus de monde. Mais surtout, American Gigolo a ancré l'image d'Armani dans l'imaginaire collectif. L'élégance cool, le chic moderne. Ça a créé une aura qui a servi toute la marque, sur le long terme. Un coup de maître en termes de branding bien avant l'heure. Richard Gere lui-même a dit qu'il n'avait pas de costume avant ce film. C'est Armani qui a créé son look, littéralement. Et ça s'est pas arrêté là, cette histoire avec le cinéma. On parle de plus de 200 films avec des créations Armani, des blockbusters comme Bodyguard avec Whitney Houston, Mission Impossible avec Tom Cruise, mais aussi des films d'auteur, comme ceux de Scorsese. Ah oui, Scorsese. Une relation très forte, pro et amicale. Armani a fait les costumes de plusieurs de ses films et Scorsese lui a même consacré un documentaire, Made in Milan, en 90. Et au-delà des films, sa relation avec les stars était souvent très fidèle, très personnelle. Julia Roberts, par exemple. Une de ses muses. Leur amitié a duré 35 ans. Elle lui a rendu un hommage très touchant en parlant d'un vrai ami, d'une légende. George Clooney aussi, très fidèle. Jodie Foster, Cate Blanchett, la liste est longue. Et pas que les acteurs de cinéma. Lady Gaga a fait appel à lui pour ses costumes de scène. Oui, pour ses tournées. Et il y a cette petite légende, peut-être vraie, qui dit qu'il aurait habillé plus d'hommes qui ont gagné l'Oscar du meilleur acteur que n'importe qui d'autre. Ça en dit long sur sa place à Hollywood. Giorgio Armani. Ce qui ressort de partout, c'est l'image d'un travailleur acharné, incroyablement dédié à son entreprise. Apparemment, il était encore aux commandes à superviser les collections, les projets jusqu'à la toute fin. C'est cette discipline, cette exigence qui explique sans doute la longévité de sa marque. Oui, et à côté de ça, il y avait aussi un engagement humanitaire.
peut-être moins connu, il a été nommé ambassadeur de bonne volonté pour le HCR, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, en 2002. Il s'est aussi investi dans des œuvres caritatives pour les enfants, contre le sida. Ça montre une autre facette. Une source, eNews, le cite aussi comme une des personnalités les plus riches et influentes de la communauté LGBTQ+. C'est un élément qui est mentionné. Et puis, un point plus personnel, mais important pour la suite, et qui a beaucoup fait parler pendant des années, il n'avait pas d'enfant. Pas d'héritier direct. Ça a rendu la question de sa succession très suivie, très complexe pour l'industrie. Oui, mais c'est une question qu'il avait quand même anticipée, on dirait. Dès 2016, il a créé une structure, la Fondation Giorgio Armani. D'après Forbes, elle détient une toute petite partie du capital, 0,1%, mais l'objectif, c'était de garantir une certaine stabilité pour l'avenir, de poser des principes pour la gestion future. Des garde-fous, en quelque sorte. Mais il avait aussi plus publiquement parlé de successeurs potentiels, des gens très proches. Sa nièce, Roberta Armani, qui travaille depuis longtemps dans la boîte, qui est devenue un peu le visage public, et puis Léo Dell'Orco, son bras droit historique, qui était là depuis décennies. D'ailleurs, dans une interview au Financial Times, juste avant sa mort, il parlait d'une transition progressive, en douceur, avec Dell'Orco, sa famille, ses nièces, Roberta et Silvana, son neveu Andrea et son équipe de management. Son but, c'était clair, assurer la continuité, surtout de sa vision artistique. Mais c'est là toute la difficulté, non? Comme le disait une analyse de Vanessa Friedman, reprise par CNN, si la structure financière, le management, ça semble en place pour durer, la grande inconnue, c'est la succession créative. Est-ce qu'on peut vraiment transmettre, répliquer une vision aussi personnelle, aussi incarnée par une seule personne? C'est le grand défi pour Armani maintenant. Et c'est le dilemme de toutes les maisons de mode qui ont été bâties autour d'une figure aussi forte. Autour de Giorgio, il a incarné sa marque comme personne. Il a sans doute eu du mal, comme beaucoup de fondateurs, à imaginer son œuvre sans lui, aux manettes créatives. La structure est là, les gens de confiance aussi, mais l'esprit Armani, cette alchimie subtile de rigueur et de fluidité, d'élégance et de puissance tranquille, comment faire vivre ça? Comment le faire évoluer sans lui? C'est la question clé pour les prochaines années, les prochaines collections. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a dit, Giorgio Armani, c'était bien plus qu'un couturier. C'était un visionnaire. Il a redéfini l'élégance de notre époque, il a bâti un empire commercial énorme, diversifié, et il a créé ce lien unique, pionnier, avec Hollywood. Son approche du vêtement confortable, puissant, sobre, a laissé une marque profonde. Oui, son héritage, il est à plusieurs niveaux. D'abord, il nous rappelle que la mode, ça peut être un outil d'expression fort, une source de confiance. Ensuite, son alliance avec le cinéma, les célébrités, ça a changé la communication des marques de luxe pour toujours. Et puis, son parcours à lui, commencer tard, construire méthodiquement cet empire, c'est une leçon d'entrepreneuriat, de vision à long terme, de persévérance incroyable. Sa disparition, c'est vraiment la fin d'une époque, pour la mode, italienne et mondiale. Et alors que sa maison doit maintenant avancer sans lui, ça nous amène à réfléchir, au-delà du cas Armani. Dans cette industrie actuelle, dominée par les grands groupes, par des tendances qui vont et viennent si vite, quelle place y a-t-il encore pour une vision créative aussi singulière, aussi personnelle et pensée pour durer comme la sienne? Comment une marque peut garder son âme, son ADN unique, tout en répondant aux exigences économiques, aux besoins d'évoluer? C'est peut-être ça, la grande question que nous laisse Il Signor Armani.